Dans le silence pesant du village niché au creux des montagnes, Marc déchire l'enveloppe scellée. Ses doigts parcourent les lignes d'une écriture rigide. Le verdict tombe. La feuille glisse de ses mains et atterrit dans la poussière du sol. L'échec est total. Il pousse la porte de la maison. Le bois grince sur ses gonds. À la table, son père ne lève pas les yeux de son journal. Il pose une pièce de métal sur le bois et la fait glisser vers Marc. « C'est la dernière », dit-il d'une voix sans appel. Sa mère, face à l'évier, continue de frotter la vaisselle, le dos tourné. Marc saisit son sac posé contre le mur. Il ne répond pas. Il franchit le seuil. Derrière lui, la lourde porte se referme. Il s'éloigne sur le chemin de terre, laissant derrière lui le village et les ombres de son foyer. Il marche sans se retourner, le sac pesant sur son épaule, vers l'inconnu qui s'ouvre devant lui. Les mois s'étirent dans une errance sans fin. Marc arpente les chemins de terre, ses pieds meurtris par la poussière des routes. La faim devient une compagne quotidienne. Un matin, il atteint le marché d'une bourgade lointaine. La foule se presse entre les étals. Il s'arrête devant un panier d'osier. Sarah est là. Elle le regarde, remarque ses traits tirés et son regard éteint. Sans un mot, elle saisit une miche de pain encore chaude et la lui tend. Ses doigts effleurent ceux de Marc. Un sourire éclaire son visage, brisant la glace de sa solitude. Il accepte le pain. La chaleur du blé irradie ses mains. Ils quittent ensemble l'agitation du marché. Ils trouvent refuge dans une cabane isolée, nichée à l'orée d'un bois. Marc nettoie le sol de terre battue. Sarah dispose quelques ustensiles sur la table en bois brut. Le soir, ils partagent le repas à la lueur d'une bougie vacillante. Le silence n'est plus pesant, il est apaisé. L'aube se lève à peine sur les champs. Sarah est déjà à pied d'œuvre, le corps penché vers la terre. Elle arrache les tiges, soulève des sacs de grains. Ses muscles se tendent sous l'effort constant. Chaque journée est une répétition de gestes épuisants. Elle ne s'arrête que lorsque le soleil disparaît derrière les crêtes. Elle rentre, les mains calleuses, et dépose chaque pièce de monnaie gagnée dans une petite boîte, en fer caché sous le plancher. Les saisons défilent, les récoltes s'enchaînent, et avec elles, la fatigue s'accumule sur ses épaules. Elle refuse le repos. Un soir, elle en extrait une bourse de cuir, lourde. Elle attrape la main de Marc, y dépose le cuir. « Pars, dit-elle, va à la capitale, apprends tout ce que le monde a à t'offrir. » Marc fixe la bourse, puis le visage de Sarah. « Je reviendrai, je te le promets. » Il franchit la porte, laissant derrière lui Sarah, immobile dans la lumière. 10 ans ont passé. La capitale vibre sous les acclamations. Sur l'estrade, Marc se tient droit, immobile, face à une foule compacte qui scande son nom. Les officiels s'inclinent autour de lui. Soudain, le mouvement de la foule se scinde. Sarah avance, un pas après l'autre, tenant par la main Léo, leur fils de 8 ans. Elle s'arrête au pied de la tribune, le regard fixé sur Marc. Elle lève la main, cherchant un signe, un regard, une reconnaissance. Le silence se propage autour d'eux. Marc baisse les yeux. Il observe la silhouette de Sarah, puis le visage de l'enfant. Il fait un pas en arrière, s'éloignant de la bordure de l'estrade. Il redresse ses épaules, balaie l'assemblée d'un geste sec, et sa voix résonne, froide, tranchante comme une lame. « Vous n'êtes pas à ma hauteur, retournez d'où vous venez. » Les mots frappent comme des pierres. Sarah se fige. La main de Léo se crispe dans la sienne. Elle ne bouge plus, les yeux grands ouverts sur cet homme qui ne la voit plus. Autour, la foule hésite, puis reprend ses applaudissements, ignorant la détresse. Marc ne se retourne pas. Il tourne le dos à la scène, laissant Sarah et l'enfant seuls, isolés au milieu de la liesse générale. Léo ne baisse pas les yeux. Il fixe son père, les mâchoires serrées, le visage figé dans une expression de défi pur. « Un jour, tu regretteras ce mépris. Je deviendrai quelqu'un que tu n'oseras même plus regarder. » Il tourne les talons, entraînant Sarah loin de la foule. Le temps reprend sa course, implacable. Léo quitte l'enfance. Il s'installe dans une petite chambre sous les toits, travaillant de nuit dans des entrepôts frigorifiques. Il déplace des caisses, empile des marchandises. Ses mains s'endurcissent au contact du métal et du bois. Chaque heure de sommeil sacrifié est une étape de plus. Il change de milieu, intègre des bureaux administratifs, apprend les rouages du pouvoir et les codes de la finance. Il ne prend jamais de vacances. Il observe, analyse et anticipe chaque mouvement de ses supérieurs. Les années s'additionnent, transformant le garçon blessé en un homme méthodique et froid. Il gravit les échelons, un poste après l'autre, avec une précision chirurgicale. Il ne cherche plus la reconnaissance, il cherche le contrôle. Il est devenu une force que rien ne semble pouvoir arrêter. Une ascension construite sur la volonté de transformer l'humiliation en une puissance absolue. Le calme du village est rompu par un vrombissement sourd. Une limousine noire fend la poussière du chemin principal, ses pneus crissant sur les cailloux. Les villageois s'écartent, les mains sur les hanches, les yeux rivés sur la carrosserie luisante qui reflète le soleil. La voiture s'immobilise devant la maison de Sarah. La portière s'ouvre. Léo en sort. Il avance d'un pas assuré, ignorant les murmures qui s'élèvent de toutes parts. Le chef du village s'approche, le dos courbé, et s'incline devant lui. Léo ne répond que par un signe de tête bref. Il ignore les salutations et se dirige droit vers le seuil. Sarah apparaît, les mains essuyées sur son tablier. Elle hésite, le regard perdu. Léo ne dit rien. Il saisit la main de sa mère, la guide vers la portière ouverte et l'installe sur le siège arrière. À quelques centaines de mètres, dans les champs en friche, Marc s'arrête de travailler. Il s'appuie sur son outil, le dos voûté. Il voit la voiture démarrer, soulevant un nuage de terre. Marc reste immobile. Il comprend que l'enfant qu'il a rejeté est revenu. La nuit tombe sur la vallée.
Marc marche le long du mur d'enceinte, ses pas traînant sur le gravier. Il s'arrête devant le portail massif de la demeure. Il hésite. Ses doigts agrippent le métal froid de la grille. Il finit par pousser le battant qui grince. Il s'avance dans l'allée, la tête basse, ses épaules voûtées par la fatigue. Il s'immobilise au centre de la cour. Il retire ce qu'il a sur la tête, le serrant contre sa poitrine. Ses mains tremblent. Il lève les yeux vers la terrasse, où une silhouette se dessine dans la pénombre. C'est Léo. Il est là, immobile. Marc ouvre la bouche, sa voix est rauque. « Je n'ai plus rien, je ne demande pas la charité, juste une place de serviteur. » Il attend, le regard fixé sur le sol. Léo ne bouge pas. Il reste en retrait, surplombant son père. Marc fait un pas en avant. Ses genoux fléchissent. Léo observe cet homme sans manifester la moindre émotion. Léo s'avance enfin vers la balustrade. Ses mouvements sont lents, précis, mesurés. Il regarde Marc, non pas avec haine, mais avec une indifférence totale, comme on observe un objet brisé, que l'on ne souhaite plus réparer. Le silence de la nuit est si dense qu'il semble absorber le souffle de Marc. Léo prend une inspiration. Sa voix porte sans effort, calme et tranchante comme une lame. Le regret est une ombre qui arrive toujours trop tard. Il ne laisse aucune place à la réplique. Il tourne les talons, ses pas résonnent sur le marbre de la terrasse, sec et définitif. Il lève une main, un geste bref, presque imperceptible. Les gardes, postés dans l'ombre, s'exécutent instantanément. Le mécanisme du portail grince, un son métallique qui déchire le calme nocturne. Les battants se rejoignent, le verrou tombe avec un fracas sourd. Marc reste immobile, les bras ballants, ses doigts crispés sur le vide. Il fixe le métal froid qui lui barre désormais tout accès. Marc se précipite vers la grille. Ses mains saisissent les barreaux. Il tire, il secoue, mais le métal ne cède pas d'un millimètre. Le cliquetis du verrou résonne encore dans le silence de la cour. Il plaque son front contre le fer froid. Il tente de crier. Mais sa gorge se serre, aucun son ne sort. Il recule, trébuchant sur ses propres pas. Il regarde les fenêtres de la demeure. Elles sont toutes plongées dans le noir. La silhouette de Léo a disparu. Marc se tourne vers la route, mais le chemin est désert, plongé dans une obscurité épaisse. Il s'assoit lentement sur le sol, près du portail. Ses jambes ne le portent plus. Il fixe le sol, ses mains posées à plat sur la terre battue. Le vent se lève, faisant frémir les feuilles des arbres environnants. Le seul bruit qui subsiste. Il n'y a plus de retour possible, plus de pardon à espérer. Chaque seconde qui passe creuse davantage le fossé entre ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Il ferme les yeux, le visage tourné vers la grille close. La nuit l'enveloppe, effaçant les contours de son corps, le laissant seul face au silence définitif de ses propres erreurs. La grille reste fermée, un mur d'acier.